Moi, je suis frappé de voir que pendant toute la guerre froide, quand on voit cette carte, il y avait des plans, d'ailleurs les généraux qui sont là sur ce plateau nous le disent, il y avait des plans sur le thème « Si les chars russes essayent d'entrer en Allemagne, que se passe-t-il » Ça faisait partie des hypothèses. Et on a tellement évacué cette idée-là qu'on est un peu gêné de dire qu'aujourd'hui ce serait possible. Or, à nouveau, l'OTAN est en train de travailler à ce genre de Je pense scénario. que la principale menace aujourd'hui est bien sûr conventionnelle. C'est-à-dire c'est pour ça que le réarmement de l'Europe, y compris de la France, de l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes, les pays nordiques ont pris un peu d'avance sur nous, mais pas avec le PIB qui est le nôtre, eh bien nous devons nous réarmer sur le plan conventionnel. Parce qu'encore une fois, si vous avez un pays qui est attaqué dans l'OTAN, que ce soit les pays baltes, enfin, notamment l'Estonie, ou un autre, la réponse ne va pas être une réponse nucléaire. La vraie dissuasion aujourd'hui, elle est conventionnelle. C'est pour ça, je termine juste une seconde, c'est aussi pour ça qu'il est très important de défaire la Russie, parce que le risque conventionnel, il viendra de cette défaite. Sinon, nous n'en irons jamais fini. C'est l'OTAN qui est à l'œuvre là. Vous allez nous rejoindre, Samantha Bendern, ancienne officière politique à l'OTAN. Mais puisque vous parliez de nihilisme et de Kirill, le patriarche très proche, disons, des services secrets et très intéressé par l'argent. Hein. C'est pas pas le vœu de pauvreté. Un très beau yacht et des très belles montres. Voilà, c'est pas tout à fait Port-Royal. Écoutez-le, qui parle de la possibilité de l'apocalypse. Alors évidemment, c'est là, comme vous dites, côté un peu fantaisie. Et il dit les chrétiens, eux, y échapperont. Attiser les craintes concernant d'éventuels scénarios apocalyptiques, l'alarmisme excessif et la spéculation sur le nucléaire ne sont pas bénéfiques sur le plan spirituel. L'ennemi de l'humanité cherche à semer la confusion et l'inquiétude dans le cœur des gens pour paralyser leur volonté et leur ôter tout courage. Nous ne devons pas entrer dans ce jeu. Les chrétiens ne craignent pas la fin du monde. Voilà. Ça, c'est l'aspect nihiliste un peu dangereux dont vous parliez. Oui, c'est ça. Alors en plus, je ne sais pas très bien de quel chrétien il parle, parce que quand même, on a l'impression qu'il a une acception peut-être un tout petit peu limitée des chrétiens, à moins qu'il considère que de toute manière les chrétiens iront au ciel. Je ne sais pas de quoi il parle, mais effectivement, on est sur cette folie de destruction. Hein. Moi, je pense que c'est la dimension essentielle de cette idéologie, c'est l'idéologie de destruction. L'OTAN qui se réorganise très vite. Vous avez travaillé au cœur de l'OTAN, Samantha Bendern, vous êtes chercheuse, ancienne officière politique à l'OTAN. Les Allemands sont en train de vouloir disposer de leurs unités de défense antiaérienne patriotes qu'ils ont achetées, si je comprends bien, aux Américains. En l'occurrence, ils sont en train de vouloir les disposer en Pologne dès le début d'année 2025 pour protéger des nœuds logistiques qui sont d'importance capitale pour la livraison de matériel à l'Ukraine. Il y a une crainte de ce point de vue-là, y compris sur le flanc est de l'OTAN. Eh bien, il faut croire que oui, parce que depuis plusieurs mois déjà, on entend les Allemands, on entend les divers services de renseignement des pays de l'OTAN qui disent nous pourrions nous retrouver en guerre avec la Russie d'ici quelques années. Et c'est là toute la raison pour laquelle finalement beaucoup de ces pays veulent aider l'Ukraine, parce que c'est dans la logique que nous aidons l'Ukraine aujourd'hui pour pas que ce soit chez nous demain. Vous savez, il y a un général américain qui a dit que ce serait catastrophique si des troupes otaniennes devraient être confrontées aux troupes russes sur le territoire ukrainien, mais encore bien pire si les troupes otaniennes devaient être confrontées à des troupes russes sur le territoire d'un pays de l'OTAN. Comment comprenez-vous ce retour du scénario conventionnel, c'est-à-dire effectivement que l'Ukraine, que la Russie tente de s'en prendre directement à un territoire de l'OTAN? Il s'agit bien de ça. Parce que Poutine a besoin de la guerre pour survivre. Il faut comprendre que là, il est maintenant dans une logique de guerre. Il a mis toute son économie sur un pied de guerre. Si la guerre s'arrête demain, la production industrielle russe, ces fameux chiffres du PIB russe qui ne représentent pas du tout la réalité économique et du bien-être des Russes sur le terrain, il a besoin de ça pour cette guerre. Et il a réussi à convaincre tout son peuple qui est en guerre avec l'Occident. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, comme nous le disent à répétition tous nos dirigeants, mais les Russes, eux, considèrent qu'ils sont en guerre avec l'Europe. Est-ce qu'ils vont attaquer ou est-ce qu'ils ne vont attaquer? On n'en sait strictement rien. En tout cas, moi, je ne sais pas et je crois que personne ne le sait pour sûr. Mais par contre, se prémunir d'une potentielle attaque, se protéger, eh bien, ce serait complètement irresponsable de ne pas le faire. Ne serait-ce que pour se protéger des drones ou des missiles qui dépassent les frontières ukrainiennes, qui rentrent dans un territoire otanien. Rien que ça, aujourd'hui, nous sommes déjà confrontés à ce risque.
Mais non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Samantha. Le vrai sujet, par exemple, concernant l'Allemagne, c'est aussi l'ambiguïté, vous la connaissez, hein, du chancelier Scholz. C'est-à-dire que les Allemands, y compris le ministre de la Défense, Pistorius, dit clairement on a cette menace-là, et l'essentiel aujourd'hui, c'est d'aller en soutien beaucoup plus fort à l'Ukraine, et on voit en même temps Scholz, alors qu'il n'est plus là peut-être pour très longtemps, dire ben non, on va pas aider quand même l'Ukraine complètement, c'est trop dangereux, il y a un risque d'escalade, enfin, il ressort les de vieille lune auxquelles plus personne de sérieux ne croit aujourd'hui. Voilà, et c'est totalement contradictoire, parce que la meilleure assurance vie pour l'Allemagne, comme pour la Pologne, comme pour les autres pays, c'est quand même d'abord d'affaiblir et même de défaire la Russie en Ukraine. Et c'est là où vous avez cette contradiction. Alors, contradiction, encore une fois, qui traverse aussi la classe politique allemande. Le général Yakovlev, tout à l'heure, regardait cette carte et disait, voilà, il y a un risque pour l'OTAN, pour votre ancienne maison, qu'il y a une forme de division qui se développe. Il y a la Turquie, dont on ne sait jamais très bien pour qui elle roule. Il faut me rappeler que c'est une puissance d'ailleurs qui occupe illégalement une partie de Chypre, avec une occupation, disons, de fait illégale. La Roumanie, on verra ce qui se passe avec son nouveau président, si c'est celui dont on parle. La Hongrie, qui est assez ouvertement pro-Poutine. La Slovaquie, son responsable va aller en mai à Moscou, etc. Tout d'abord, je voudrais dire que ce n'est pas mon ancienne maison, c'est nous tous, c'est notre sécurité collective, surtout le territoire européen dont on parle, et c'est très important. Oui, il y a des pays de l'OTAN qui sont maintenant aux mains de dirigeants qui sont ouvertement pro-russes, ou en tout cas qui ont une vision du monde et de la sécurité qui est très différente de la nôtre. Ou pacifistes, comme M. Scholz dont on vient de parler, à un sens quasi comme dans les années 80. Absolument. Alors, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes sous l'illusion que nous avons cet article 5 qui nous protège. L'article 5 étant une attaque contre un est une attaque contre tous. Que si un de nous est attaqué, on va tous automatiquement venir au secours les uns des autres. Et même si sur papier c'est ce qui devrait être fait, nous ne le ferons pas si tous les pays ne sont pas d'accord. Et le risque, c'est qu'un pays soit attaqué, mais que les 32 pays de l'Alliance, il suffit qu'un seul dise non. Ce n'est pas l'article 5, non, nous n'avons pas à intervenir. Ou tergiverse, ou procrastine. Disent non, parce qu'il faut que ce soit tous qui acceptent. Après, rien n'empêche une coalition de pays de se dire nous allons venir en aide à notre allié, mais ce ne sera pas sous un parapluie otanien. Oui, mais c'était le point effectivement que je voulais faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un blocage, admettons, de la Hongrie ou de la Slovaquie, aujourd'hui, rien n'empêche les autres pays d'y aller. Mais le problème, malgré tout, c'est que l'OTAN ne pourra sans doute, si vous avez un refus d'un de ces pays, ne pourra pas mettre toute son infrastructure et l'organisation en tant que telle, sur le plan opérationnel, au service de cette coalition de bonne volonté. Et c'est là où, sur le plan juridique, aujourd'hui, on a quand même un véritable problème. Rien n'empêche d'intervenir, mais alors, effectivement, sous quelle égide ? Le deuxième problème, en fait, et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des points aveugles de l'OTAN et de la doctrine de l'OTAN, c'est que c'est très bien de dire nous allons protéger les 32 pays, en admettant même, encore une fois, qu'on le fasse, qu'on veuille le faire, que des États, et notamment les États-Unis, veuillent envoyer des troupes pour le faire. Mais la sécurité, en fait, de l'OTAN, elle commence en dehors de l'OTAN. Quand l'Ukraine est attaquée, c'est bien la sécurité des pays de l'OTAN qui est directement menacée. On le voit bien sûr aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, le fait de dire on a cette espèce de zone infranchissable, elle se justifie bien évidemment au regard des garanties de sécurité limitées de l'article 5, mais sur le plan stratégique et opérationnel, elle se justifie de moins en moins. Il faut une chose qu'il faut comprendre, et j'espère que quelqu'un l'explique au futur président Donald Trump, c'est que l'OTAN a invoqué l'article 5 une fois dans son histoire. Une seule fois, c'était vers minuit, 1h du matin, 12 septembre 2001, après les attaques contre les États-Unis. Et ça, c'est important de le comprendre. Et beaucoup d'autres pays qui ne faisaient pas partie de l'OTAN ont participé aux opérations militaires qui ont suivi le 11 septembre, y compris l'Ukraine. Et beaucoup d'Ukrainiens aujourd'hui sont très en colère parce qu'ils ont sacrifié des hommes, ils ont sacrifié des moyens pour montrer leur bonne volonté vis-à-vis des pays de l'OTAN. Et aujourd'hui, l'OTAN leur dit non. La volonté de guerre, beaucoup notamment Colosimo a dit des choses très fortes là-dessus, sur le fait que la vieille Europe, c'est l'expression que certains Américains emploient parfois, après 1918 n'a plus envie de combattre et que même maintenant, un siècle après, il en reste quelque chose. Oui, bien sûr, il en reste quelque chose, mais c'est aussi parce que je pense que, et pour des raisons très compréhensibles, un certain nombre de dirigeants européens, et les meilleurs d'entre eux, ont refusé de penser
l'Europe en termes de guerre et d'affrontement. L'Europe, c'était une sorte de puissance universelle. C'était une puissance dont le règlement pacifique des différends était l'un des principes fondamentaux. Je me rappelle avoir même des discussions dans le temps avec Jacques Delors. Et Jacques Delors, une fois j'en avais discuté, j'avais évoqué le terme de guerre devant lui, devant Pascal Lamy d'ailleurs aussi. Et il m'a dit, mais en gros, je prononçais un gros mot. Il fallait absolument pas, c'était à la fin des années 90, début des années 2000, il fallait absolument pas évoquer ce mot. C'était une possibilité qu'il refusait. Et en fait, ils n'ont pas du tout tiré les leçons d'une guerre pourtant sur le sol européen au sens large, qui était la guerre en ex-Yougoslavie. Ils n'ont pas voulu voir tout cela.